Bonsoir, bienvenue dans BBC Hebdo. Voici les titres à la une de notre édition. Le cri du cœur des familles d'étudiants sénégalais, mais aussi d'étudiants congolais bloqués à Wuhan à cause de l'épidémie de coronavirus. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les lâchera jamais. L'artiste malien Balaké Sissoko est en colère. Sa kora a été cassée par la douane américaine au retour d'un concert. La cérémonie des Oscars est une fois de plus critiquée pour son manque de diversité. Le coronavirus a fait encore parler de lui cette semaine. Les ressortissants africains vivant en Chine sont aussi les victimes collatérales de ce virus, comme Boris Ongo, étudiant congolais en architecture bloqué à Wuhan. Il avait partagé avec nous son quotidien dans cette ville fantôme. Écoutez son témoignage. La vie actuellement à Wuhan est vraiment si chaotique. La situation actuellement à Wuhan, elle est vraiment si critique. Donc, nous étudiants, nous sommes en quarantaine depuis janvier 2003. Et depuis le 23 janvier jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en quarantaine. Mais et c'est un peu... Pardon, allez-y Boris, excusez-moi. C'est un peu difficile de trouver de quoi manger. Nous sommes ici restés à la maison. Nous n'avons rien à manger. Nous sommes au fait à nous-mêmes. Mais du coup, vous disiez justement que vous aviez du mal à manger. Est-ce que vous pouvez sortir pour aller au supermarché ou c'est trop compliqué? Oui, du coup, on peut sortir pour aller. Il y a des supermarchés qui sont ouverts comme Walmart et tout. C'est un peu difficile d'aller vers Walmart puisqu'on a peur aussi de sortir et d'attraper le virus et tout. Du coup, on préfère rester à la maison. Boris, le gouvernement congolais a décidé de ne pas vous rapatrier. Du coup, forcément, si vous pouviez adresser un message aujourd'hui au président Sassou Nguesso et au gouvernement congolais, que serait-il? Oui, nous demandons au gouvernement congolais d'essayer de revoir sur ce plan-là, puisque la situation elle est vraiment si mauvaise ici. On est en train de voir les gens contaminés dans les écoles et tout. Le virus existe, c'est vraiment un fait réel. Donc, nous demandons au président de la République et au gouvernement d'essayer de revoir sur le propos du rapatriement des Congolais sur le sol chinois. Et justement, en parlant de rapatriement, c'est aussi la détresse du côté des familles sénégalaises. Lors d'une conférence de presse à Dakar, les proches d'une douzaine d'étudiants sénégalais se trouvant en Wuhan ont réclamé leur retour immédiat. Ils prennent ainsi à contre-pied le président Macky Sall qui a affirmé que son pays manquait de moyens logistiques pour les rapatrier, suscitant la colère de la famille des étudiants. Écoutez. Plus que tout, plus que jamais, nos enfants ont besoin d'entendre de leur président. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les lâchera jamais. Que la mère patrie ne les a jamais lâchés. À nos chers et dignes fils, nous disons tous que nous vous aimons. Le discours du chef de l'État nous a piqué au cœur. Et là, on est prêt à pas croiser le fer avec lui, mais à lui demander de revenir sur ce qu'il a dit. Autrement dit, il s'est déclaré incompétent, plus ou moins. Le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier 13 petits-enfants qui sont coincés quelque part dans le monde. Ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Au-delà des problèmes de rapatriement, comment le continent compte réagir en cas d'épidémie du coronavirus? La Croix-Rouge nigériane a mis 1 million de volontaires en alerte afin de se préparer à un début d'épidémie après que l'OMS ait placé le Nigeria parmi les pays à très haut risque. Avec le Nigeria, 5 autres laboratoires du continent sont capables d'analyser les tests, dont le Sénégal. Un comité national de gestion des épidémies qui se réunit tous les lundis a mis en place un dispositif de prévention
prévention et de détection. Et à l'Institut Pasteur, que vous pouvez voir sur ces images, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour se préparer à toute éventualité. Le virus n'est pas encore là, c'est maintenant qu'il faut se préparer, de manière à ce que toutes les capacités soient en place, de manière à ce que si le virus soit là, qu'il soit détecté le plus tôt possible, quel que soit le pays. Une fois qu'il est détecté plus rapidement, ça permet d'être plus efficace pour limiter sa diffusion. On est déjà prêt, donc on a tout ce qu'il faut. Déjà, on avait des outils qu'on appelait nous chez nous les pan-coronavirus. Ça prenait tout ce qui était coronavirus. Maintenant, avec ce nouveau, on a des tests qui sont spécifiques à ce nouveau coronavirus. Donc, c'est des tests de biologie moléculaire qui sont déjà disponibles. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudet, sont assignés en résidence depuis leur acquittement en janvier 2019. La CPI doit se prononcer sur leur demande de liberté totale. Leurs avocats estiment que par principe, un acquittement ne peut déboucher sur une liberté sous condition. Les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité. Les explications de Marina Darras. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Laurent Gbagbo en quête de liberté inconditionnelle. Assis aujourd'hui non plus au siège des accusés, mais à côté de ses avocats, l'ancien président ivoirien demande la levée des restrictions de mouvement qui le concernent, lui ainsi que l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudet. Ils ont tous deux été libérés sous condition il y a un peu plus d'un an, à la suite d'un long procès qui dure depuis 2011. L'ancien dirigeant a fait face à 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui avaient fait près de 3000 morts entre décembre 2010 et avril 2011 lorsque Laurent Gbagbo a refusé d'accepter la victoire de son rival Alassane Ouattara. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup. La même question à Monsieur Blé Goudet. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont tous deux été acquittés en première instance, mais avec l'obligation de résider dans un État membre de la Cour, disposé à les accueillir en attendant la fin de ce procès qui est désormais en appel. C'est la procureure Fatou Bensouda qui a déposé cet appel qui risque de se poursuivre pendant de nombreux mois, certainement après la présidentielle ivoirienne en octobre prochain. Car ce qui est vraiment en jeu aujourd'hui, c'est le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je suis venu assister au procès avec un sentiment de joie au cœur. J'ai l'assurance et la ferme assurance que mon président sera libéré aujourd'hui. Donc je suis venu là avec la foi pour repartir avec une bonne victoire et de bonnes nouvelles à la maison. Mais les avocats ivoiriens ont plaidé devant la CPI que le retour de l'ancien président pourrait causer des troubles quelques mois à peine avant les élections présidentielles. Charles Blé Goudet, qui réside à La Haye, a quant à lui été condamné fin décembre par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre commis lors de cette même crise. C'était un reportage de Marina Darras. Dans l'actualité internationale, en Libye, les habitants de la capitale Tripoli, épuisés par 10 mois de conflit, se désolent de voir leur destin leur échapper en raison des interférences étrangères. Et cette semaine, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, a lui-même encore dénoncé l'arrivée de nouveaux mercenaires et équipements pour les deux partis rivaux, et ce, en violation des engagements pris à Berlin. Et malgré cette promesse d'un cessez-le-feu durable, la population semble ne plus vraiment y croire. Nous remarquons que dans chaque tragédie qui s'abat sur la Libye, du meurtre d'enfants à toutes les agressions que le criminel de guerre Haftar fait, avec le soutien qu'il reçoit, nous remarquons que la Turquie exprime la colère du peuple libyen. Les discours et la rhétorique ne fonctionnent pas avec ces personnes arrogantes. Pourtant, la politique et la force vont de pair. Certains disent que personne ne peut rejeter une solution politique, mais il faut qu'une force protège cette solution politique.
Cette semaine, vous avez peut-être entendu la mésaventure de Balaké Sissoko, grand joueur de kora. Le Malien revenait d'un concert aux États-Unis en avion et à son arrivée à l'aéroport de Paris le 4 février, il découvre son instrument brisé en plusieurs morceaux avec une note de la douane américaine expliquant qu'ils avaient dû inspecter sa kora. Sauf que l'instrument est rare et d'une grande complexité. L'artiste, qui a posté son désarroi sur sa page Facebook, nous a fait part de sa colère depuis Paris. Pas comme une guitare ou un violoncelle, on va dans une magasin et puis prend. Donc c'est l'instrument, on s'adapte. Donc la colère que j'ai, là, je suis très en colère comme ça parce que voyant, il n'y a pas un respect quoi. Donc pour moi tout d'abord il faut respecter vraiment soi-même et puis quand tu vois quelque chose aussi, il faut la respecter. Donc c'est la deuxième fois comme ça parce que la première il y a 15 ans. Donc là, et Kaleba s'est cassé complètement. Donc là, c'est la deuxième fois. Et puis, là, 15 ans après, donc là, c'est énervant. Mais quand tu vois, et si vous vérifiez, après, essayez de bien fermer la boîte. Parce que là, je fais la boîte sur mesure. Donc, du coup, là, c'est fait pour ça. Et puis, là, c'est fait pour que ça soit bien protégé. C'était un extrait d'un entretien avec Pierre-Antoine Denis dans BBC Info. Restons dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci côté cinéma. Remporter un Oscar est le rêve de beaucoup d'acteurs et de réalisateurs dans le monde entier. La cérémonie qui a lieu ce dimanche crée pourtant la polémique en raison de son manque de diversité. Les détails avec Clarisse Fortuné. C'est la soirée la plus importante à Hollywood. Et cette année, c'est le film sud-coréen Parasite qui est le plus grand favori avec des nominations non seulement dans la catégorie film étranger, mais aussi dans 5 autres. Selon certains observateurs, c'est une percée pour une cérémonie qui a l'habitude de récompenser surtout les films américains. Le Joker est en tête de peloton avec 11 nominations. Jusqu'à présent, le grand gagnant de la saison des Awards, c'est le film britannique 1917 sur fond de Première Guerre mondiale. Dans la catégorie meilleur acteur et meilleur second rôle, on retrouve des grands noms d'Hollywood comme Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Et du côté des catégories féminines, meilleure actrice et meilleur second rôle féminin, c'est Scarlett Johansson et Laura Dern qui sont en lice. Mais ces nominations n'échappent pas à la critique, car elles laisseraient en marge les minorités visibles. Seule une actrice noire, Cynthia Erivo dans Harriet, a été nominée, et une seule fois. Dans l'industrie bien huilée du cinéma, pour certains, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Je pense qu'une grande partie des griefs de cette année ne sont pas seulement une colère passagère, mais aussi contre 100 ans d'histoire hollywoodienne. C'est une vision très américaine du monde, et si vous regardez les Oscars de l'année dernière par exemple, c'était plus diversifié. Mais cette année, il semble que tout va redevenir blanc, alors on se pose des questions. Il y a 4 ans, l'Académie a approuvé une série de changements visant à diversifier les membres votants. Et de nombreux acteurs de l'industrie ont souligné également la responsabilité des grands studios. Mais les critiques n'épargnent pas les coulisses du cinéma. Alors que le film Les 4 filles du Dr March a été reconnu dans 6 catégories, sa réalisatrice Greta Gerwig ne figure pas parmi les nominés. Il faut dire qu'en plus de 90 ans, seules 5 réalisatrices ont été nominées. Je pense qu'il y a beaucoup de controverses parce que cela aurait été une victoire facile pour l'Académie de l'inclure. C'est un film d'Académie tellement évident qu'il y a une certaine inquiétude. Si un film comme celui-ci n'est pas nominé pour la meilleure réalisation, alors que doivent faire les réalisatrices pour se retrouver sur la liste des finalistes ? Le public change, l'utilisation des services de streaming est en plein boom et de nombreux critiques avertissent, sans davantage de diversité, Hollywood pourrait avoir du mal, à terme, à sortir son épingle du jeu.
Et c'est déjà la fin de ce BBC Hebdo. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Nicolas Négoce pour BBC Info. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Au revoir.